Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mon inquiétude. Inquiétude face à la situation internationale et la nécessité de se mobiliser. Notre parti Solidarité et Progrès et notre organisation internationale, l'Institut Schiller, sont mobilisés pour la paix. Et la ligne de division aujourd'hui dans le monde n'est plus de droite, de gauche. C'est ceux qui sont pour la paix et ceux qui fomentent la guerre. Là est la véritable division. Eh bien, pour vous montrer la gravité de la situation, vous avez un pays qui nomme une directrice du renseignement, dont le président qui la nomme la décrit comme la meilleure à son poste, qu'elle est absolument nécessaire. Et malgré les attaques de certains membres de son propre parti, il lui donne sa confiance. Et puis, cette directrice, lorsqu'elle est à Hiroshima et à Nagasaki, déclare que le monde est au bord de l'anéantissement nucléaire et que l'Iran ne représente pas un danger. Il ne cherche pas à posséder la bombe nucléaire, il ne l'a pas encore. Et puis, le président de la République, dans son avion, de la force aérienne américaine, déclare « Elle ne sait rien ». C'est son propre directrice du renseignement. Elle ne sait rien. Moi, j'ai une meilleure information qu'elle. Je sais que l'Iran cherche la bombe et il faut y aller contre lui. C'est le plus grand danger dans le monde. Alors, tout de même, il y a quelque chose qui se passe dans l'incohérence, dans la soumission au va-t-en-guerre du président des États-Unis. Et on a des déclarations qui, littéralement, dépassent l'entendement. Celle que Mike Huckabee, par exemple, Mike Huckabee, qui est l'ambassadeur choisi par Trump, l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Il envoie un tweet à Trump et que Trump reprend sur le tweet social, il le répercute. Où Huckabee dit « Monsieur le Président, vous êtes le président le plus important du siècle et peut-être depuis toujours. Moi, je suis à vos côtés. Vous avez différentes voix qui vous parlent, mais il y en a une seule qui est importante, c'est sa voix, c'est-à-dire celle du ciel, celle de Dieu. Aucun président, au cours de sa vie, n'a vécu avec de telles responsabilités comme celles que vous avez. Pas depuis Truman en 1945, et je ne dis pas pour vous persuader, mais je dis pour vous encourager. Donc voilà que l'ambassadeur des États-Unis en Israël est en train de citer le précédent d'Hiroshima et de Nagasaki comme des points de référence, contredisant complètement la directrice du renseignement américain. Et quelque chose qui ne va pas. Dans la principale puissance du monde, on est dans le désordre et dans le désaccord. Alors je vais vous dire pourquoi c'est encore plus grave. Il y a à cela la dimension de l'incertitude, voire de la dissimulation. Et ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, la conférence qui devait avoir lieu auprès des Nations Unies à New York sur l'éventuelle reconnaissance d'un État palestinien est annulée. Ismaël Baghassi, qui est le ministre des Affaires étrangères d'Iran, a dit qu'il n'y avait plus de négociations avec les États-Unis, qu'il n'en voyait pas l'intérêt. Et il n'y a plus de communication, ou presque plus, à part peut-être celle de certains militaires, entre les responsables dans les pays occidentaux et les responsables en Chine, en Russie ou aussi en Iran. Alors, Trump, qui paraissait au départ hésitant, pour le moins, vis-à-vis d'un bombardement de l'Iran, maintenant, il participe. Voilà qu'il envoie comme message aux habitants de Téhéran, quittez cette ville, sans ça, ça va mal se passer pour vous. Et puis si ça continue, ça va mal se passer pour vous. Voilà un président de la République d'un État qui dit aux habitants d'un autre État de se comporter d'une certaine manière, en accord avec un autre État, dans l'espèce Israël, qui bombarde ce pays. Donc on a dépassé là la confusion. On est dans une situation de guerre. Et les Iraniens l'ont dit d'ailleurs, nous sommes en guerre avec Israël. Mais bientôt on verra
que derrière Israël, il y a les États-Unis, car Netanyahou, s'il avait été arrêté, si on n'avait pas donné des bombes, si on n'avait pas donné de l'argent, ne serait pas intervenu comme il est intervenu. Et on est dans la confusion. Il y aura les gens sont anti-américains, anti-iraniens, anti-israéliens, mais ne voient pas où est la source de tout cela. La source de tout cela, c'est une tentative par cette oligarchie financière occidentale, en jouant sur Israël, de détruire les BRICS, de détruire l'option des BRICS pour une autre politique dans le monde, pour une nouvelle architecture, une architecture différente dans le monde. Ils n'en veulent pas, et la guerre contre l'Iran est une manifestation de cela, et on est passé à la phase terroriste. On voit le comportement des Israéliens qui assassinent systématiquement tous les responsables militaires et tous les responsables des gardiens de la révolution en Iran. Mossad a depuis longtemps pratiqué les opérations de cette façon. Il y a plusieurs exemples historiques, mais jamais à ce niveau. Jamais à ce niveau. Les États-Unis, par l'entremise de leur président, se comportent comme un État qui soutient la folie de Netanyahou. Et c'est une situation où Netanyahou lui-même se trouve acculé. Avec l'Iran, nous dit la presse, Netanyahou joue sa survie politique. Et c'est absolument vrai. L'attaque contre l'Iran était une des dernières choses qui lui restait pour garder la main en Israël. Alors, il a lancé cette opération parce qu'il sait que 70% du peuple israélien, selon les sondages, le soutiennent, alors qu'ils ne le soutenaient pas pour continuer les opérations à Gaza. Donc c'est très grave, parce qu'on a quelque chose d'existentiel, pas pour Israël, mais pour Netanyahou, qui le porte à faire ce choix, qui est de tenter d'arrêter en Iran le régime. Alors, il y a un signe qui ne trompe pas. Est-ce que les Américains fourniront à Israël les moyens de bombarder les sites militaires qui abritent le nucléaire iranien et qui sont enterrés à plusieurs dizaines de mètres de profondeur? Les Israéliens n'ont pas les moyens. Les Américains l'ont. Des bombes de haute pénétration et des avions capables de les transporter. Les Israéliens ne les ont pas. Les Américains, si ce bombardement a lieu, seront impliqués directement dans la guerre. Déjà, pour les premières frappes israéliennes, on sait que des avions ravitailleurs américains avaient aidé les bombardiers israéliens en décollant à partir sans doute du Qatar et peut-être de l'Irak. En tout cas, ils ont apporté leur aide. Mais là, ça allait beaucoup plus loin. Parce que bombarder Natanz et Fordo, les deux sites israéliens en profondeur, c'est créer des conditions où la Russie et la Chine, qui ont un traité de soutien mutuel avec l'Iran, seront forcés de faire quelque chose. Et c'est là le grand danger de la situation, comme c'est le même danger en Ukraine, où les Ukrainiens, avec leur organisation terroriste des choses, frappant les bombardiers stratégiques russes, ont franchi une ligne rouge. Donc on franchit les lignes rouges en Ukraine, on franchit des lignes rouges en Iran, et en franchissant les lignes rouges, on crée un danger dans l'affrontement direct. Et voilà la situation aujourd'hui. On est dans une situation de guerre avouée et de participation des États-Unis à la fois dans cette guerre en Ukraine et dans cette guerre d'Israël contre l'Iran. Le président Trump cède, son instinct de businessman, c'était de favoriser la paix. Là, il cède parce qu'il a un entourage qui le porte à la guerre, un entourage qui, par différents groupes de pression, s'en est pris à Tulsi Gabbard, en disant qu'elle avait dû prendre un médicament bizarre en étant à Hiroshima, qu'elle est une traître à la cause américaine, etc., etc. Donc on en est là. Et on ne sait pas ce qui va arriver au sein même de l'administration Trump. C'est une situation très dangereuse, c'est sur Truth Social, le site internet de Trump, qu'on apprend les choses. Et c'est là qu'il a soutenu et reposté, répercuté
la déclaration de Huckabee, son ambassadeur en Israël, qui est un messianisme de l'Iran. Donc tout le danger de la situation internationale se trouve là, avec un Netanyahou, pour survivre politiquement, acculé à faire la guerre, Trump, qui cède vis-à-vis d'un entourage qui est pour la guerre, et l'implication, évidemment, du MI6 britannique. On a pu constater dans les guerres des Balkans que le MI6 gouvernait, était à la gouverne des choses, les dirigeait. C'est la même chose là, en Iran, comme en Ukraine. Alors, évidemment, les services de renseignement américains ont coopéré. Les Américains ont apporté leurs connaissances en matière de cyberguerre, en matière de logistique. Mais c'est l'aspect britannique qui est fondamental, comme l'ont expliqué les Russes. Serge Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a dit qu'on ne parlerait plus maintenant, comme pour désigner les ennemis de la Russie, des anglo-saxons, mais simplement des anglos, c'est-à-dire des Anglais. Et ces gens ont enfin compris ce que depuis longtemps disait Lyndon LaRouche, mon ami Lyndon LaRouche, mon ami américain Lyndon LaRouche, que c'est à Londres et autour de la City que se dessinent les stratégies ouvertes de guerre, de diviser pour régner, et d'un impérialisme contemporain qui succède au colonialisme des années du 19e et du début du 20e siècle. Voilà où on en est. Alors, il y a des dissidences. Aux États-Unis, Marjorie Taylor Greene, qui est une élue proche de Trump, ou d'autres gens proches de Trump, ont déclaré, et je les cite, par exemple, Rich Barris, qui est quelque chose de proche de Trump, a dit « Si Trump appuie sur la gâchette en Iran, c'en est fait de MAGA, du mouvement MAGA. » Donc le mouvement MAGA est un mouvement populiste qui ne veut pas la guerre. Et là, si Trump n'est pas la guerre, il y a une opposition aux États-Unis. Donc là aussi, il y a une déstabilisation. Tucker Carlson, par exemple, qui a été viré de Fox News par les néoconservateurs, aussi a joint le parti de la paix. Même Steve Bannon dit qu'il ne fallait pas y aller contre l'Iran. Donc on est dans une situation confuse, extrêmement dangereuse dans sa confusion, et aussi parce que chacun pense qu'il est devant un risque existentiel qui est l'existence même de l'autre. Et que la vision israélienne de Jabotinsky, qui n'était pas celle de tous les fondateurs d'Israël, mais celle de Jabotinsky, qui était qu'Israël est entouré d'ennemis, qu'il fallait bâtir un mur de fer autour d'Israël pour les contenir et puis les abattre. C'est malheureusement une doctrine que Netanyahou a repris, il en est l'héritier. Son père était un des principaux conseillers de Jabotinsky, et on voit le père et le fils s'incliner sur la tombe de Jabotinsky, qui est un vrai fasciste. Ces gens n'ont rien à voir avec le judaïsme. Ce sont des sortes de messianistes, kabbalistes, bourrés d'argent, qui représentent le monde financier. Alors, c'est là qu'il y a un problème, parce que vous avez Trump, qui est aussi lié à ce monde financier. Et vous pouvez le voir, à une époque où quelqu'un comme le très expérimenté ministre brésilien Celso Amorim nous dit « Je n'ai jamais vécu dans un monde aussi dangereux, où l'argent va à la guerre, où c'est le réarmement général, et où la finance pense qu'elle doit créer cette situation pour pouvoir continuer à exister, pour pouvoir prévaloir. » Alors, c'est dans cette situation que Israël veut procéder, Netanyahou veut procéder, il faut le dire plus clairement, à un changement de régime en Iran, imposé par la force, et parvenant à impliquer Trump. Mais si ils le font, si les Israéliens avec l'aide américaine bombardent les sites en profondeur nucléaires iraniens, que peuvent faire Xi Jinping et Poutine? Ils doivent réagir. Ils ont un accord avec l'Iran. Alors là, on est embarqué dans une situation extraordinairement dangereuse, dont les uns et les autres ne sont qu'à moitié conscients, surtout du côté occidental. Alors, ce qui crée cette situation, et qu'elle est encore plus grave, c'est qu'au sein de l'administration Trump, ce qui domine dans le domaine économique,
sont les tenants de l'oligarchie financière, les tenants de l'empire du dollar financier. Alors, je les avais énumérés déjà. David Sachs, qui est responsable auprès de la Maison-Blanche des crypto-monnaies. Paul Atkins, qui est la Security Exchange Commission, qui est soi-disant l'organisation qui doit contrôler ce monde de la finance. Mais Atkins est quelqu'un tout à fait acquis au monde de la finance. C'est comme si on était un loup dans la bergerie. Il y a Peter Thiel, qui contrôle Palantir. Palantir, qui traite les données et qui monopolise les données pour le compte de ces milieux financiers militarisés. Et il y a Scott Bessent, qui est le secrétaire au Trésor. Donc ça, c'est tout l'entourage de Trump. Un entourage monétariste, financier, va en guerre. Trump lui-même s'est adressé à Coinbase State Crypto Summit, le sommet des cryptos, en disant mon administration travaille avec le Congrès pour faire passer le Genius Act, qui est pour le soutien de la création de stablecoins liés au dollar. Il ne s'agit rien de moins que d'une crypto-monnaie, mais associée au dollar et garantie par la Réserve fédérale. Mais c'est un point qui ferait une connexion entre le monde de la finance privée et le monde de la décision publique. Ceux qui procéderont à l'émission de ces crypto-monnaies auront un levier croissant, une possibilité croissante d'agir sur le trésor américain. Il y aurait des liens entre la crypto-monnaie et la finance traditionnelle. Et ça, c'est un déstabilisateur total des choses. Et ça va plus loin. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle DeFi aux États-Unis. Decentralized Finance, finance décentralisée. Eh bien, cette finance décentralisée fait que aujourd'hui, les monnaies fiduciaires qui existent sont rattachées à une banque centrale. Les crypto-monnaies, quant à elles, ne sont contrôlées par aucune entité et leur cours est libre. Eh bien, on veut donner la préséance à ces crypto-monnaies par rapport à la banque centrale. On veut laisser libre cours à des transactions sans autre surveillance que celle de ses propres utilisateurs de la blockchain. Et ça ne peut pas assurer la sécurité des transactions. C'est une hyper-spéculation associée à la Réserve fédérale elle-même, qui n'est même pas publique, mais qui est une banque de banques. Alors on a tout un système qui repose sur cette pyramide, je dirais, financière, qui est une pyramide de Ponzi, qui est une pyramide de spéculation. Ethereum, le Bitcoin, tous les Bitcoins qu'on peut imaginer, aucun n'a une garantie réelle de biens réels. Ce sont des choses qui reposent sur la confiance entre des individus et des individus qui dominent l'État. Donc il y a un système de contamination entre le public et le privé. C'est ça qui est si dangereux. Et maintenant, le président de la Security and Exchange Commission, donc, vient de dire, voilà, DeFi, c'est-à-dire la finance qui est non contrôlée, c'est le meilleur qu'aient les États-Unis. Et il vient juste de placer la DeFi dans la lumière et il a dit c'est l'avenir financier de l'Amérique. Donc on y est. C'est-à-dire cette finance qui n'est pas contrôlée, cette finance est vue comme la partie même de l'Amérique, la partie essentielle de l'Amérique. Paul Atkins lui-même a déclaré le défi, il n'y a pas plus américain. Le défi, c'est la base de notre politique. Alors, il y a eu un précédent, c'était les codes. Les codes étaient considérés, au départ, comme quelque chose qui devait être contrôlé. Et il y a eu une affaire Bernstein, à l'époque, contre le département de la justice aux États-Unis, qui a permis d'établir que le code relevait de la liberté d'expression et qu'il était protégé aux États-Unis par le premier amendement. Eh bien, là, on a un moment Bernstein, comme disent certains, en ce qui concerne les crypto-monnaies. Et où le stablecoin est rattaché à la Réserve fédérale, sont dans une sorte de rapport incontrôlé avec toutes les autres crypto-monnaies qui, elles, ne reposent que sur le contrôle des particuliers. C'est-à-dire, comme l'a dit un spécialiste des marchés aux États-Unis, est-ce bien raisonnable de penser que la self-custody présidera aux choses?
c'est-à-dire s'assurer soi-même la garde de ses propres actifs. C'est la folie. C'est la privatisation de l'État, littéralement. Et on en est là. Et la guerre contre l'Iran se situe dans ce contexte-là. C'est pour ça que c'est encore plus grave que de penser que c'est une guerre menée par des impérialistes. Non, c'est plus encore. C'est une guerre menée par la monnaie, par la finance, dans un stade final du système, pour jouer sa dernière carte, qui est de s'imposer par la violence à l'autre. On en est là. C'est ça tout le danger de la situation actuelle, avec les Iraniens qui n'ont pas encore tiré tous leurs missiles. Ils n'ont pas tiré apparemment l'hypersonique qui a une portée de 1400 km et qui marche à Mach 13-15, c'est-à-dire à une vitesse qui empêche de le contrôler. C'est en plus un missile manœuvrable. Donc un missile de 1400 km de portée, peut-être même 2500, ça fait une vitesse énorme. Il y a Ségil, il y a Kaïbar, il y a d'autres missiles iraniens. Donc, désespéré, l'Iran peut-être les tirera. Ou les Israéliens passeront au seuil nucléaire, on ne sait pas. Les Israéliens ont entre 100 et 200 bombes nucléaires eux-mêmes. Les Iraniens ont dit qu'ils tireraient sur le site nucléaire israélien. Donc, voilà. Dans un monde où on laisse libre cours à des transactions sans autre surveillance que celle des propres utilisateurs et où il n'y a plus de sécurité. Donc plus de sécurité dans le domaine militaire, plus de sécurité dans le domaine financier. Voilà le monde où nous sommes et ça définit tout son danger. Et tout le danger où un président des États-Unis peut dire que sa directrice de renseignement, qu'il a lui-même nommée et dont il a lui-même fait l'éloge, n'y connaît rien. Donc là, on est dans le délabrement total des choses. Et où il n'y a plus des adultes dans la pièce, pratiquement. Et Xi Jinping et Poutine, fois qu'on pense de leurs idées ou de leur société, sont des gens qui peuvent juger d'une situation avec un sang-froid qu'on ne trouve pas ailleurs. Que feront-ils avec leur sang-froid lorsque certaines lignes rouges ont été franchies? Et c'est ça qui est la grande question aujourd'hui. La France, dans ces conditions, aurait un rôle extraordinaire à jouer. Pourquoi? Parce qu'elle peut dire « arrêtons le jeu et évitons la division d'un monde en bloc qui admettra la guerre. Défendons cette nouvelle architecture avec les pays qui ont intérêt, comme le Brésil de Lula par exemple, cette nouvelle architecture de développement et de sécurité mutuelle. Ce que défend notre Institut Schiller, ce que je défends, la solidarité et progrès. » Eh bien non. La France joue un rôle de provocateur, de va-t-en-guerre, où le président de la République montre ses muscles, des muscles qu'il n'a pas, et joue, comme le ferait, je dirais, un enfant qui se croit tout permis, qui joue sur la scène et qui n'a pas les moyens de jouer son rôle. C'est devenu un acteur qui est un acteur qui joue faux en tout, c'est pour ça qu'il est rejeté. Mais il ne suffit pas de dire il faut se débarrasser de Macron. C'est tout un système qui est en cause. Et ce que je vous demande, c'est d'adhérer à notre mouvement, de se battre avec lui, car nous avons ce lien international d'une coalition internationale pour la paix, qui permet à des opinions dissidentes par rapport à celles qui prévalent dans nos pays occidentaux de s'exprimer. Nous avons ce projet que nous défendons, une nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel, qui était ce qui aurait permis d'éviter, si les discussions s'étaient établies sur cette base, qui aurait permis d'éviter la guerre, et à la fois au Moyen-Orient et en Ukraine. Et maintenant, c'est la dernière chance pour la paix. Et nous avons également un mouvement qui, en France, retrouve l'esprit réel de cohésion nationale qui est celle du Conseil national de la résistance. Parce que l'union des droites ou la gauche contre la droite, ça ne marche plus. C'est l'esprit de ceux qui défendent ce qui est essentiel, la cohésion de notre pays, l'unité dans un but qui est à la fois l'autodétermination des peuples et aujourd'hui plus que jamais la paix et les moyens de la paix. Pas simplement dire sortir de l'OTAN, sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne. Oui, il faut le faire, mais il faut beaucoup plus. Il faut un projet pour l'avenir. Un projet où la France peut jouer le rôle qu'elle devrait jouer, puisqu'on a un secteur extrêmement avancé dans les technologies de pointe,
On a l'aéronautique, on a le nucléaire, on a ces moyens. Et on ne les joue pas. Et on devrait les jouer dans ce monde qui change très vite et dans lequel un facteur de stabilité par le développement, par le progrès mutuel est si nécessaire. Et je vous demande de nous soutenir parce que nous sommes une voix qui porte, à la fois dans le monde et en France, dans ce sens. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a même peu. Je citerai Jeffrey Sachs, qui se rachète de sa conduite au moment de la chute du mur, où il a financiarisé la Russie. Maintenant, il se rachète en expliquant les conséquences de la politique des pays occidentaux. Donc, c'est le moment de constituer cette force qui nous permettra de sortir de la crise. C'est ce que je veux vous dire ce soir, avec mon inquiétude face à une situation qui devient très difficile de contrôler, parce que s'ajoute aux facteurs politiques, aux facteurs économiques, à une monnaie qui contrôle l'État, puisque l'État ne contrôle pas la monnaie. À cela s'ajoute un messianisme des uns et des autres. On l'a vu avec Oukabi, on le voit même avec Trump, on le voit avec ce dont profite Netanyahou. Je pourrais vous citer ce que Netanyahou a déclaré, qu'il faut frapper l'adversaire jusqu'au bout. Je vais vous donner la citation exacte parce qu'elle est très, très frappante. L'appellation de Netanyahou de Rising Lion, de lion qui se lève, d'autres on le traduit par lion debout, en français. Elle tire sa signification d'un verset du livre des Nombres, 23-24, qui dit « Voici, le peuple s'élèvera comme un grand lion et il se dressera comme un jeune lion. Il ne se reposera pas avant d'avoir dévoré la proie et bu le sang de ses morts. » Voilà le texte. Alors évidemment, ça provient d'un oracle prononcé par Balaam, un devin qui n'est pas juif, dans lequel il prédit la force et la puissance d'Israël. Donc c'est la force et la puissance d'Israël définie de l'extérieur. Voilà à quoi se réfère Netanyahou, un lion invincible, insatiable. Et de plus, il faut savoir que les Iraniens ont pour symbole un lion. Donc c'est un double sens. Et ça veut dire qu'il faut qu'un lion écrase l'autre. Et c'est la vision d'un monde où fatalement il y a un antagonisme. Donc c'est cela dont il faut sortir en réalité. C'est cette idée qu'on survit qu'en détruisant l'autre, qu'il faut un ennemi à tout prix qu'il faut détruire. Eh bien non, nous pensons que une politique gagnant-gagnant est possible, que les Chinois ont une certaine idée de cela, et que nous pouvons être plus en avant que les autres par rapport à l'histoire de France, et pas nous satisfaire d'une France du passé dans laquelle on évoque, comme certains à droite, que c'était conservateur, que c'était mieux avant, tout ça. Non, c'est une France d'avenir pour laquelle nous nous battons, et c'est une France pour que les nouvelles générations et que les jeunes d'aujourd'hui aient un monde qui soit digne d'eux, et pas un monde où, comme aujourd'hui, ils désespèrent, où le taux de crise psychologique s'élève. Non, il nous faut un monde où ils adhèrent à une idée, ils se battent pour ces idées de justice, et c'est ce que nous proposons, et c'est pour ça que nous demandons de vous aider, en nous aidant. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.